J'invite Aurélien Davio, chargé de mission énergie renouvelable à L'Oréal, à venir présenter la partie peut-être un peu plus lourde, mais la loi d'accélération des énergies renouvelables. Bonjour à tous. Je suis Aurélien Devio, je travaille à la DREL PACA en tant que chargé de mission sur les énergies renouvelables. Et effectivement, en tant que DREL PACA, on va parler un petit peu réglementation. Alors, on va voir notamment le cœur d'intervention sera sur les réglementations récentes qui concernent donc les obligations sur les parkings et sur les toitures. On peut passer à la diapo suivante. Alors, donc, ces réglementations, elles varient de la loi APER notamment, qui est une loi récente du 10 mars 2023, donc elle a un petit peu plus d'un an. Et donc, cette loi, elle a 4 priorités pour accélérer la production d'énergie renouvelable en France, notamment des questions d'accélération des procédures, libérer un potentiel foncier adapté aux projets d'énergie renouvelable, accélérer le déploiement de l'éolien en mer et améliorer le financement et l'attractivité des projets d'énergie renouvelable. Et on va regarder en particulier 2 articles de cette loi qui concernent directement des obligations donc de production d'énergie renouvelable sur les toitures et sur les parkings. Tout à l'heure, en première intervention, on nous disait que le réchauffement climatique était une réalité. On est rentré vraiment dans cette ère concrète où on sent le réchauffement climatique. Il faut agir maintenant et donc la loi accompagne aussi cette dynamique. On n'est plus sur du volontariat, on est sur de l'obligation de produire des énergies renouvelables sur les toitures et sur les parkings. Donc, diapo suivante, merci. Alors, donc là, c'est l'article 40 de la loi d'accélération par production d'énergie, des énergies renouvelables. Cette loi, donc cet article 40 va parler des parkings et donc il est structuré. Alors, la diapo est un peu lourde, c'est j'essaie d'être le plus exhaustif possible de cet article qui est lui aussi assez lourd. De toute façon, vous aurez les slides, donc n'hésitez pas, c'est un peu des supports pour concrètement que vous puissiez savoir si vous êtes concerné, quels sont les cas, quelles sont les dérogations. Mais du coup, l'article est construit avec d'abord l'obligation, puis une partie sur les dérogations possibles. Il prévoit donc des délais, un calendrier de mise en œuvre de cette obligation. Et ensuite, il y a des sanctions qui sont prévues si l'obligation n'est pas satisfaite quand arrive l'échéance. Donc, l'obligation, globalement, on dit c'est solariser les parcs de stationnement, solariser les parkings. Mais en fait, c'est un petit peu plus subtil que cela. Donc, les parcs de stationnement de plus de 1500 m², parking extérieur, doivent être solarisés sur au moins la moitié de leur superficie. Mais, donc, en fait, c'est pas tout à fait solarisé. C'est doivent intégrer un dispositif de production d'énergie renouvelable. Et, ou alors, donc, énergie renouvelable en ombrière. Donc là, ça va être des panneaux solaires photovoltaïques ou des panneaux solaires thermiques. Ou alors prévoir un système de production d'énergie renouvelable équivalent sans ombrière. Donc là, on attend un arrêté qui va préciser de quelles énergies renouvelables on parle, mais on peut tout à fait imaginer, par exemple, de la géothermie de surface. Ou alors, il y a, dans les dérogations possibles, il y a la végétalisation. Et on va avoir comme ça ce triptyque, solarisation, photovoltaïque ou thermique, ou autre production d'énergie renouvelable ou végétalisation, que l'on va retrouver à la fois pour les parkings et pour les toitures. Donc, bon, l'article prévoit aussi que lorsqu'il y a plusieurs parkings donc, qui appartiennent à des gestionnaires différents, il puisse y avoir une mutualisation de cette obligation. Et donc, dans les dérogations qui sont prévues, donc les dérogations peuvent s'attachent notamment à prendre en compte les contraintes locales, notamment contraintes techniques, contraintes patrimoniales, contraintes financières, ou alors tout simplement le masque, puisque si le parking est à l'ombre, ben, c'est un peu plus embêtant de le solariser. Donc au niveau des délais, on reverra tout à l'heure dans la slide suivante. Et du coup, une fois n'est pas coutume, on peut le préciser. Donc il y a des sanctions qui sont prévues si l'obligation de solarisation ou végétalisation ou autre dispositif d'énergie renouvelable n'est pas atteinte dans les délais. Donc délai c'est 2026 ou 2028, on reverra les cas juste après. Merci. Donc ça c'était l'article 40 de la loi APER, donc du 10 mars 2023. On a ensuite eu le décret, donc là c'est tout récent, 13 novembre dernier,
le décret vient préciser cet article 40, avec notamment des éléments sur le calcul de la superficie. Alors, je vous ai dit, donc c'est 50% de la superficie des parkings de plus de 1500 m² qui doivent être solarisés. Donc, comment sont calculés ces 50%? Comment calculer qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte. Ensuite, on a donc toute la liste des exonérations avec déjà les critères qui sont approchés sur le stationnement des véhicules lourds, sur l'impossibilité d'installation d'ombrières pour des contraintes géologiques, sur les contraintes patrimoniales, les sites inscrits, les sites classés au code au titre des monuments historiques ou alors au titre du code de l'environnement, les questions des coûts excessifs ou alors la végétalisation avec les arbres. Quand on parle de végétalisation, le seuil à retenir, c'est un arbre pour 3 emplacements, trois places de stationnement. Un arbre à canopée large, donc qui va effectivement faire de l'ombre. Toutes ces exonérations-là, elles seront précisées par des arrêtés que l'on attend encore. Voilà. Notamment, c'est des questions de seuil, des questions de coefficients qui seront précisées par arrêté. Mais on a déjà les grandes lignes. Et, voilà. Et donc, au niveau de l'arrêté, précise également les exemptions. On peut demander un décalage dans le temps au préfet de département d'une durée de 5 ans. Bon, voilà, qui peut être accordé au cas par cas. Et ensuite, et pour cela, il faut démontrer on respecte certains critères. Et du coup, il y a des sanctions qui sont mises en œuvre si les obligations ne sont pas satisfaites dans les délais. Sur la diapo suivante, il y a encore plus dans l'actualité. Donc, on a eu un décret le 13 novembre. Là, on a un nouveau décret donc le 3 décembre. Donc, l'actualité accélère la production d'énergie renouvelable. L'actualité s'accélère aussi. Et donc là, on nous parle des caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques qui permettent un report d'échéance. Alors ça, c'est pour dire que on a dit tout à l'heure, tous les parkings de plus de 1500 m² devront être solarisés ou végétalisés ou haute production d'énergie renouvelable. Et il y a une distinction, dans le calendrier, il y avait une distinction entre les petits parkings de moins de 10 000 m² qui avaient leur échéance de solarisation au 1er janvier 2028 et les parkings de plus de 10 000 m², les grands parkings, l'échéance était plus courte. Et donc ce décret permet un report de cette échéance pour l'aligner sur les petits parkings. Donc les parkings de plus de 10 000 m² pourront avoir comme nouvelle échéance 2028 si jamais ils peuvent prouver qu'ils ont déjà commencé les démarches et que ces démarches de solarisation prennent plus de temps que prévu. Alors, on leur accorde le report. Sur la diapo suivante, c'est un petit récap. Alors, n'hésitez pas, même si on ne parle pas que de photovoltaïque, n'hésitez pas à aller consulter le site internet ressources photovoltaïque.info. Vous y trouverez notamment des explications assez pédagogiques de la loi APER et de toutes les obligations de solarisation, avec notamment, selon les différentes catégories, les différentes superficies de parking, les catégories, quels sont les délais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir photovoltaïque.info, c'est un site ressource intéressant. Bon. Maintenant, on a vu était sur les parkings. Là, on va regarder, c'est l'article 43 qui nous parle des bâtiments, donc des toitures. L'article de la loi APER est construit sur la même forme, avec d'abord les obligations. Donc là, on va parler des bâtiments non résidentiels. C'est pas dit comme ça dans la loi, c'est plutôt une liste de bâtiments, mais finalement, ce qu'on y retrouve, c'est tous les bâtiments sont concernés, sauf le résidentiel. Et les parcs de stationnement couverts. Tout à l'heure, on parlait des parcs extérieurs, et là, on parle des parcs sous bâtiments, parcs couverts. Donc là, on est sur une emprise de plus de 500 m². Et donc, pareil, le triptyque, solarisation, donc panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, ou alors dispositif de production d'énergie renouvelable équivalent, on peut penser à la géothermie, ou alors végétalisation des toitures. Donc pareil, il y a des dérogations qui sont prévues, un petit peu sur le même modèle que pour les parcs de stationnement, si les contraintes techniques sont trop importantes, si les conditions économiques ne sont pas réunies, et des questions environnementales ou patrimoniales. Pareil, des délais, donc 1er janvier 2028 pour les toitures, donc pour les bâtiments existants
au 1er janvier 2023. Donc, c'est-à-dire que 2028, il faut que la solarisation ait été faite à cette échéance-là. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, pareil, un petit peu d'actualité. Donc, depuis la solarisation des toitures des bâtiments, c'est quelque chose qui a été, qui a intégré la loi depuis la loi Climat et Résilience, donc depuis août 2021. Donc là, on parlait uniquement des bâtiments neufs. Maintenant, on parle aussi des bâtiments existants avec la loi Ampère. Et au niveau des actualités, donc des décrets récents, on a des décrets donc, de l'an dernier, de décembre 2023, qui vont fixer vont préciser ces articles qui ont précisé à la fois la loi Climat et Résilience et la loi APER, donc sur qu'est-ce qu'on entend quand on parle de rénovation lourde, qu'est-ce qu'on entend de bâtiment neuf, donc voilà, et les cas d'exemption. Donc voilà, il y a des décrets, l'actualité réglementaire est riche, donc n'hésitez pas à aller consulter directement les textes ou alors voir, comme sur la slide suivante, les sites ressources. On verra toujours le même site phototech.info avec un récap visuel sur les obligations qui s'appliquent, donc avec les différents calendriers selon le type de bâtiment et la superficie des bâtiments. Donc voilà, là, on va avoir une petite synthèse de la diapo suivante. Donc, la petite synthèse, c'est on a vraiment un parallèle entre les parkings et les toitures, avec toujours ce triptyque, donc production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique, ou alors dispositif d'énergie renouvelable équivalent, ou végétalisation. Et donc, pareil, une obligation, un calendrier et des exemptions possibles, des dérogations possibles selon certains critères. Et maintenant, on va avoir quelques slides un peu plus légères pour aborder des sujets un petit peu différents. Bon, les slides plus légères, c'est après ça. Là, c'est le code de l'urbanisme. Alors, la loi APER, elle va toucher le code de l'énergie. Donc, l'obligation, c'est produire des énergies renouvelables. Quand on parle de produire des énergies renouvelables, forcément, à un moment, il va falloir les installer sur le territoire. Et donc, là, on va regarder le code de l'urbanisme. Et donc, sur l'énergie solaire, si on part du plus facile au moins facile, le plus simple, il n'y a besoin d'aucune autorisation au titre du code de l'urbanisme si on veut poser une ombrière, une petite ombrière, donc photovoltaïque ou thermique, de moins de 3 kW, donc c'est vraiment tout petit, et de moins de 1,80 m de haut. En gros, c'est quelques panneaux dans le jardin, pour faire ça. Donc là, pas besoin de formalité au titre du code de l'urbanisme. Pour le solaire thermique, c'est ce que dit la loi, c'est tout le temps une déclaration préalable de travaux. Voilà. Donc, c'est relativement clair. Et pour le photovoltaïque, on a selon certains seuils de puissance et selon le secteur, si on est en secteur ABF ou pas, on va avoir soit une déclaration préalable de travaux, soit un permis de construire à demander. Voilà. Et donc, ensuite, la diapo suivante, voilà. Ça, c'est un petit peu plus léger, c'est on dézoome un petit peu, on se place au niveau régional. Alors, sans redire ce qui a été présenté tout à l'heure, en PACA, on consomme beaucoup plus d'énergie que ce que l'on produit. Notre consommation d'énergie, elle est assez simple, c'est un tiers pétrole, un tiers électricité, un tiers gaz, à peu près. Et quand on regarde la production d'électricité, on voit qu'on ne produit que la moitié de ce qu'on consomme. Donc, et quand donc, la conclusion de cette slide, c'est vraiment de se dire que en Provence-Alpes-Côte d'Azur en particulier, on est très dépendant. On a une forte dépendance énergétique, à la fois donc électrique, une dépendance électrique avec les régions voisines qui vont nous alimenter fortement en électricité, et aussi dépendante des importations, et notamment pour tout ce qui est énergie thermique, donc qui sont pour l'instant couvertes par du fossile essentiellement, donc avec les importations de gaz et de pétrole. La slide suivante, en fait, c'était pour dire c'est vraiment une nécessité. On est une région particulièrement vulnérable, particulièrement dépendante, et donc la production locale d'énergie renouvelable, qu'elle soit photovoltaïque, thermique, elle est nécessaire pour notre région. Là, c'était une petite slide sur le photovoltaïque. L'idée, c'est nécessaire de produire localement. On est très dépendant des régions voisines, même sur l'électricité. Et donc, le développement du photovoltaïque est nécessaire et sous toutes ses formes. À la fois des plus petites installations, des toitures des particuliers, jusqu'aux plus grandes installations, jusqu'aux centrales au sol.
en passant par les grandes toitures, les ombrières, qui sont quand même une part importante de la production locale des photovoltaïques, donc d'électricité renouvelable. Donc sur le graphe, vous avez, selon les départements, la puissance installée par département, et le code couleur indique la puissance fournie selon le type de puissance, donc le type d'installation photovoltaïque. Donc on voit que globalement, ce sont les centrales au sol qui fournissent, qui sont les installations les plus puissantes sur le territoire régional. En revanche, avec les obligations que je vous ai présentées tout à l'heure, on s'attend à une augmentation importante de la contribution des grandes toitures et des ombrières sur le territoire, qui sont déjà aujourd'hui, représentent à peu près un quart, un peu plus d'un quart de la puissance et du coup de la production photovoltaïque régionale. Sur la slide suivante, alors, bon, je ne vais pas la détailler, mais en gros, c'est pour dire que quand on parle d'obligation de solarisation, côté État, côté de Réal, on s'est dit, on va essayer d'être exemplaire et on va mobiliser le foncier public de l'État pour mettre des panneaux solaires. Voilà, c'était que photovoltaïque dans cette démarche initiée il y a 3 ans. Dans la suite, on pourra effectivement se poser la question, est-ce qu'on privilégie photovoltaïque ou les panneaux thermiques? On a regardé 167 bâtiments de l'État pour voir, avec un potentiel a priori, on s'est dit on peut amener 82 mégawatts de puissance photovoltaïque. Il y a eu une phase finalement de tri un petit peu en entonnoir en prenant en compte les contraintes des bâtiments, contraintes de toiture, les contraintes du patrimoine, des projets immobiliers en cours, la présence d'amiante, de masques solaires, les questions de sécurité, tout ça. Et finalement, on a pu retenir seulement 11 sites, et pour une puissance réelle qui est en cours d'installation en ce moment, qui correspond à 1,5% du potentiel théorique qu'on avait imaginé au départ. Le point le plus important de cette slide pour notre échange aujourd'hui, c'est ici. Les refus de gestionnaire de site, ça a été le principal motif de chute dans le nombre de sites, ça a été le refus du gestionnaire de site. Donc, il y a deux points qui sont importants. C'est à la fois aujourd'hui, on ne peut plus avoir autant de refus gestionnaires de site parce qu'il y a des obligations réglementaires. Donc, la loi impose la solarisation. Et le deuxième point, c'est aussi que les gestionnaires de site, là, sur les établissements de santé, il faut absolument que les gestionnaires de site soient moteurs, et c'est vraiment un facteur de réussite des projets, c'est une implication du gestionnaire de site dans le cadre de cette solarisation. Et en dernière slide, du coup, on a regardé le photovoltaïque. Là, si on parle chaleur renouvelable, donc quand on parle de chaleur renouvelable, pour les établissements de santé, comme tous les bâtiments, c'est quel besoin en chaleur, quel besoin en froid, quel besoin en eau chaude sanitaire. Et en face, trouver le bon type, la bonne filière d'énergie renouvelable, les bonnes technologies d'installation qui correspondent pour répondre au mieux aux besoins locaux. Et un point important, les établissements de santé sont très souvent des piliers, des atouts pour le développement de réseaux de chaleur, notamment du fait de consommation de besoins en chaleur qui sont assez réguliers dans l'année. Et du coup, c'est vraiment des atouts, des points forts pour la construction, l'installation de réseaux de chaleur. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais peut-être inviter Catherine et Léa à revenir sur scène pour une petite séquence de questions-réponses. On va se donner une vingtaine de minutes avant de continuer. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions déjà en tête. Oui, non. Moi, j'ai des questions après avant. Hein. Donc, peut-être une première question, mais ça revient sur les derniers propos. Donc, bien nous rappeler pourquoi les besoins de chaud et de froid toute l'année sont favorables aux ENR thermiques, encore plus du coup dans le domaine d'activité. Oui, en fait, selon l'énergie renouvelable, on va regarder à quel moment de l'année les besoins se situent. Donc, en fonction, par exemple, le soleil, forcément, les panneaux, on va produire plus l'été.
Donc, pour avoir recours au solaire thermique, par exemple, il faut qu'il y ait des besoins de chaleur l'été. Donc, on pense de suite à eau chaude sanitaire. Pour le photovoltaïque, bon, des besoins d'électricité, on en a toute l'année. Pour la géothermie, elle va amener de la chaleur en hiver, donc pour le chauffage, c'est très bien. Elle a aussi la capacité d'amener du rafraîchissement en été. Donc on voit bien du coup que le solaire thermique, ça va être un bon moyen de venir en complément, par exemple en hiver sur le chauffage et l'eau chaude, si c'est le même moyen de production. C'est vrai que s'il n'y a pas de besoin d'eau chaude en été, on ne visera pas en priorité le solaire thermique. Donc avec cette combinaison des différentes énergies renouvelables, électriques et thermiques, du coup, on a cette capacité à répondre aux différents besoins sur l'année. Donc c'est ça en fait, c'est l'intérêt d'étudier les différents usages, les différents besoins et de les mettre en parallèle avec les potentiels des différentes énergies renouvelables. Tu as parlé tout à l'heure, Catherine, d'études multi-énergie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, savoir un peu comment ça se passe, comment ça se prépare, qu'est-ce qui est en attente sur ces études-là? Oui, alors là, on travaille vraiment en étroite collaboration avec l'ADEME sur aussi bien l'instruction des dossiers que sur la répartition aussi des financements. Donc aujourd'hui, donc on a un accord, c'est la région qui finance les études de faisabilité. Et donc après sur les travaux, il y a le fonds chaleur qui est priorisé. Et nous, on peut être sollicité en complément s'il reste de la place. Alors sur l'étude de faisabilité aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des cahiers des charges de l'ADEME, mais par type d'énergie renouvelable. Donc, il y a un cahier des charges en préparation multi-énergie. Donc, c'est vrai que l'exercice aujourd'hui, un petit peu compliqué, c'est d'arriver à rédiger un cahier des charges multi-énergie à partir de de ces différents cahiers des charges. Donc, en fait, pour vous résumer, il y a une base commune dans tous les cas, comme on le disait tout à l'heure, l'analyse des besoins, elle est commune à tous les cahiers des charges. Donc, bon, c'est sûr qu'on ne va pas forcément regarder les mêmes besoins, mais du coup, la première partie de l'étude, c'est l'analyse des besoins électriques et de chaleur, l'analyse du bâtiment, voilà, les travaux prévus, etc. Et du coup, la deuxième partie de l'étude, c'est là où les bureaux d'études, si il y en a plusieurs qui se groupent pour répondre, parce qu'en effet, tous les bureaux d'études n'ont pas forcément toutes les compétences sur les différentes énergies. Du coup, il faut arriver à créer un groupement de bureaux d'études et qui se parlent entre eux pour justement étudier déjà de manière sectorielle les potentiels sur les différentes études. Et après, en fonction de votre site en particulier, vous proposez un ou plusieurs scénarios sur lesquels vous pouvez arbitrer. Ce qui est demandé aussi sur ces études multi-énergie, c'est que les bureaux d'études soient qualifiés RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Donc ça, c'est des certifications. Vous le trouvez par exemple sur le site de l'OPQIBI ou France Rénov'. C'est vrai que ces certifications coûtent cher. Donc tous les bureaux d'études, notamment peut-être les plus petits bureaux d'études, les ont pas forcément. Donc on a une ouverture d'esprit quand même pour dire voilà, on demande la qualification ou équivalent si jamais il y a une difficulté. Si le bureau d'études s'engage à se faire qualifier, c'est aussi accepté par l'ADEME après pour les subventions de travaux, parce que sur les subventions au fonds chaleur, il y a une exigence du fait que l'étude de faisabilité ait été réalisée par un bureau d'études qualifié. Donc du coup, voilà, s'il y a un marché pour le bureau d'études, il va avoir lui un intérêt à se faire qualifier parce qu'il sait qu'il y a un marché potentiellement derrière de réaliser plusieurs études. Voilà, on sent quand même que là, ça se développe, donc on peut espérer qu'on ait un peu plus de bureaux d'études qualifiés. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, oui, ça répond parfaitement à ma question. Pour autant, si vous avez des questions à poser maintenant, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la partie financement qui, je pense, vous intéresse également. Des questions pratico. Comment travaillent la région et l'ADEME ensemble sur ces sujets? On s'appelle. Merci. Donc, comme l'a dit Catherine juste avant,
on travaille beaucoup ensemble, tout d'abord en amont, avec les comités CCRT ou dans nos rendez-vous réguliers, comme tu l'as dit. On va revenir par la suite sur ce que sont les CCRT, mais ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se fait en termes de ce qui va émerger en termes de projets sur les énergies renouvelables thermiques et voir comment on peut se coordonner pour les aider. Donc, on a toute une phase en amont où on travaille ensemble sur les critères d'éligibilité, sur par exemple ce projet de faire des études multi-énergie sur les critères qu'on pourra mettre dedans, les conditions et les aides qu'on pourra octroyer. Et effectivement, on s'est réparti la manière de subventionner les projets. Donc, on travaille un peu, encore une fois, ensemble, main dans la main, pour la région qui prend plutôt les études de faisabilité en charge et pour du financement, du cofinancement de projets, on va dire d'investissement, de la part d'investissement. Que vous rentriez en contact avec la région ou l'ADEME, dans tous les cas, on reboucle. Et alors, c'est vrai que ce qu'on peut vous conseiller, à la limite, c'est d'essayer de monter une réunion, vous envoyez un mail, et c'est plus simple qu'on se voit, voilà, nous deux, avec les différents porteurs de projets, ça fait gagner du temps, en fait. Ça permet de bien se caler, voilà, de vous répondre plus efficacement. Et puis alors, ce travail aussi collaboratif entre l'ADEME et la région, il est repris dans le contrat de plan État-région qui fixe des objectifs de mobilisation d'argent public pour aider ces projets-là. Donc, il y a un engagement régional et un engagement de l'État à travers les crédits de l'ADEME à atteindre donc sur la durée du contrat de plan. Alors, une question à distance. Est-ce qu'on peut installer des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques en toiture, sur des toitures amiantées, bien sûr? Sinon, ce serait trop simple. Oui, là, il y a une obligation de désamiantage sur aujourd'hui. Je crois qu'on ne coupe pas, hein, à part de. Voilà. Alors là, moi, je ne connais pas trop. C'est peut-être Jocelyn qui pourrait répondre un peu plus sur les différentes techniques voilà, autorisées. euh, Alors, je vais peut-être prendre la parole. Normalement, c'est une intervention qui peut se faire en SS4 si on garde les panneaux amiantés qu'on se met en surexposition, en théorie. Ensuite, c'est toujours quand même favorable d'aller un peu plus loin dans la démarche et surtout d'éviter de travailler à proximité de matériaux alimentés, donc un désamiantage, donc un retrait total, donc un SS3 est à privilégier. Ce seraient des travaux d'impact qui peuvent être embarqués dans les demandes financières globales qui doivent être faites, sachant en quand même mémoire que les toitures amiantées souvent sont assez vieilles parce que les hébrides elles sont pas toutes récentes, donc on a un intérêt en termes de maintenance de bâtiments à les remplacer tout simplement et aller vers des matériaux qui sont plus adaptés et plus modernes. Je pense que Jocelyn complétera après dans la présentation du plan solaire sur les aides, sur. Voilà. Non, mais en tout cas, ouais. Ouais, là, je pense qu'on t'entend pas, Jocelyn, mais il y a des aides Voilà, justement. vous verrez tout à l'heure dans la présentation donc sur les, alors, juste sur la partie aide. Là, je pense que c'est une question plus technique, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de le faire? Voilà. Alors, Conformé à la loi. alors, la loi n'impose pas de déposer toute la demande d'un bâtiment, toute une partie, que sur les endroits qui sont nécessaires. Ça, c'est l'obligation pour éviter qu'on se surexpose. Maintenant, dans la pratique, une toiture en amiante est obligatoirement vieille. Au niveau global, elle a plus de 30 ans, donc on va essayer de privilégier cette solution en règle générale. On verra avec des spécialistes amiantes sur le sujet. Bon, je suis personnellement encadrant de chantier, mais en théorie, on lève l'amiante que quand c'est nécessaire. Mais bon, dans ce cas-là, au-delà de ça, ça a plus de 30 ans un panneau amianté de toiture. Il faut pas les garder, quoi. Moi, j'irais là-dessus, étant plutôt ingénieur de bâtiment. L'amiante doit rester accessible, puisqu'elle n'est pas censée être, elle doit être contrôlée régulièrement. Effectivement, si les panneaux viennent se poser sur la toiture, bloquer l'accès à la surveillance de la dégradation des matériaux amiantés, en théorie, on ne peut pas le faire. Par contre, si on a toujours accès, c'est pas simple que ça. Maintenant, des panneaux solaires en surexposition sur une toiture, en surexposition, c'est quoi, entre 8 et 15 cm.
Effectivement, s'il y a 2 panneaux, ça marche. S'il y en a 20, c'est très bien qu'on ne peut plus surveiller l'état de dégradation du matériau, qui est obligatoire en évaluation périodique. Alors juste peut-être une dernière petite question sur la sectorisation, parce qu'on est un petit peu ici pour ça. Pourquoi aller chercher le secteur de la santé? Est-ce que c'est un vivier ou pas? Est-ce que le fait de se sectoriser comme ça, c'est pas négatif pour je sais pas, des installations collectives, par exemple, en disant qu'on va chercher que des établissements sanitaires ou médico-sociaux? Bon, c'est vrai que nous, les politiques, que ce soit l'ADEME, la région, sont ouvertes à tout le monde, hein, les aides sont ouvertes à tout le monde. Par contre, c'est vrai que vu le nombre de bâtiments et d'interlocuteurs sur le territoire régional, c'est difficile à notre niveau de parler à tout le monde et de refaire le travail avec chaque porteur de projet. Donc forcément, le fait de cibler des secteurs, ça nous permet de cibler des acteurs, des interlocuteurs, têtes de réseau, qui vont pouvoir démultiplier la communication sur le sujet et avoir un effet levier pour faire émerger plus de projets. Donc il y a cette première approche, l'intérêt de la sectorialisation, elle est là. Ensuite, quand on parle de solaire, avec cette préoccupation de dire oui, il y a l'obligation du photovoltaïque, l'enjeu du PV, sur le solaire thermique, vu que c'était aussi ce double accent qu'on souhaitait mettre, forcément, on va chercher des bâtiments où il y a des consommations d'eau. Des bâtiments de bureaux, on ne va pas faire du solaire thermique sur un bâtiment de bureau. Donc forcément, le secteur des établissements de santé et donc médico-sociaux, il y a de l'hébergement. Donc forcément, il y a des consommations d'eau chaude conséquentes qui justifient qu'on puisse vraiment travailler de manière efficace cette combinaison solaire thermique, solaire photovoltaïque. Voilà, on a la même émergence qui est très forte sur le secteur de l'hôtellerie et des campings, par exemple. On a pas mal de campings qui s'équipent en solaire thermique, pas mal d'hôtels également. Et je compléterai juste tes propos, Catherine, en disant que c'est aussi un avantage pour les établissements de santé pour mutualiser les coûts ou mutualiser l'ingénierie. Donc, c'est un avantage des deux. Peut-être une question pour Aurélien, quelque chose qui m'a intéressé sur le fait du refus des gestionnaires de sites CQP. Nous, ça va être tout notre problème, puisque nous, ARS, on est pris pour de rien, ils font pas grand-chose du moins, et on va s'adresser à tous les établissements qui sont totalement autonomes et qui auront leurs propres engagements, que ce soit sur leur marché d'études, d'installation, de travaux, de suivi, etc. Donc ça, c'est un des freins qu'on a identifiés. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas aussi, hors effectivement établissement de santé, où vous avez pu lever ces freins, ou quelle pédagogie on peut employer pour arriver à ça? Alors, le cas en question, c'était 2019-2020, quand on a fait ce tour d'horizon des 2021, tour d'horizon des gestionnaires de sites. Et en fait, c'était avant la crise énergétique de 2022, de l'hiver 2022. Et donc, vraisemblablement, si on refaisait la même démarche aujourd'hui, et on va la relancer, on devrait avoir moins de refus de gestionnaires de sites parce qu'il y a une prise de conscience que l'on ressent vraiment. Et donc, finalement, un peu, s'il y a une prise de conscience, il y a aussi peut-être plus d'appétence à franchir ce pas. On a des leviers, et les premiers leviers sont justement ces obligations réglementaires. Jusqu'à l'an dernier, on n'avait pas cette loi APER pour nous dire il y a une obligation de solariser. Donc ça, c'est quand même un premier motif quand même assez important pour que les gestionnaires de sites franchissent le pas. Et ensuite, l'explosion des coûts de l'énergie ou d'autres, et aussi simplement la production d'énergie renouvelable qui permet, alors dans sa diversité, qui permet de couvrir des besoins locaux et finalement d'être un petit peu moins dépendant du réseau d'une part et des importations aussi d'autre. Question très technique, je ne sais pas si tu pouvais y répondre. C'est la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques au-dessus de centrales de traitement d'air en toiture. On laissera Richard Loyen répondre tout à l'heure dans sa présentation.
sur l'opportunité. Effectivement, c'est compliqué. C'est des mettre des endroits qui sont plus simples à installer. On vient se mettre en surtoiture, ça a des coûts énormes. C'est pas forcément des meilleures solutions. Et ensuite, il faut aussi bien réfléchir au flux aérolique, que ça peut également perturber le fonctionnement des centrales, mais également l'aspect réglementaire de recyclage éventuel vers en rejet. Ça a beaucoup de contraintes intéressantes. Je vous remercie.